Hervé Mathuricourt, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le patron du B2C d'Engie France et c'est un plaisir d'abord de vous avoir ici à la Madi Keynote chez Clubic. Merci. Merci de répondre à nos questions. On va tout de suite attaquer le vif du sujet. Engie devrait recruter, d'après les informations de nos confrères de l'usine nouvelle, plus de 10 000 salariés cette année, 65% en CDI, ce qui fait d'Engie d'ailleurs le 4e plus gros recruteur. Les types de postes, quels sont les types de secteurs, on va dire, chez Engie qui sont privilégiés justement? Bon, c'est très varié. Engie, c'est un groupe qui dans l'énergie, fait deux énormes métiers. Il y en a un qui est de produire de l'énergie renouvelable. Il y en a un deuxième qui est d'aider les gens à moins consommer d'énergie en faisant des travaux chez eux, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B, c'est-à-dire pour les entreprises. Et puis on a un troisième qui est de gérer des très grands réseaux. Donc on a besoin des métiers qui permettent de faire tout ça, c'est-à-dire à la fois des métiers très très technologiques, y compris sur la technologie liée à l'énergie, mais aussi de la technologie liée à la data, à la façon dont on traite les data, à la façon dont on traite toutes les remontées d'informations qui viennent de partout sur le réseau, à l'informatique. Et puis on a besoin de recruter des gens qui vont chez les clients, qui interviennent chez les clients, que ce soit des clients entreprises ou que ce soit des clients particuliers. Des gens qui accompagnent tout ça, ce sont des gens qui font du marketing, on a besoin de gens de finance et d'IT. Donc on a un spectre d'activités extrêmement large d'embauche et avec notamment des gens en matière technique. Les tarifs de l'électricité augmentent au 1er février de 2,4%. A contrario, ceux du gaz, donc là vous êtes pleinement concernés, vont diminuer et diminuent assez fortement d'ailleurs depuis le début de l'année. Comment on explique en fait l'inverse des deux courbes, les deux courbes inversées? Pour faire très très simple, en fait, il y a beaucoup de gaz en ce moment. Donc les prix baissent. Et pour faire très simple, le coût de l'électricité augmente parce qu'elle reflète la structure de coût de l'opérateur historique. Et cette structure de coût augmente. Donc l'État veille à calculer le coût de l'électricité pour le client final en fonction de l'augmentation des coûts de l'opérateur historique. Vous promouvez l'autoconsommation qui pourtant souffre quand même de certains obstacles, notamment l'obstacle pour délivrer les autorisations. Ça prend souvent beaucoup de temps. Ça, comment on peut arriver à faire justement tomber ces délais? C'est un ensemble de choses. Bon, la première, c'est une prise de conscience. On a besoin que les gens aient la prise de conscience qu'il faut faire quelque chose pour la transition énergétique. Ça, on y est. Et quand je dis les gens, ce n'est pas seulement ceux qui l'utilisent, qui posent des panneaux photovoltaïques sur le toit, mais c'est aussi tous ceux qui nous gouvernent. Et là, la prise de conscience, elle est là. Ensuite, la deuxième étape, c'est que les clients, les gens, soient convaincus qu'ils peuvent faire quelque chose. Et là, on commence à y être, notamment parce que nous, Engie, par exemple, on leur apporte des solutions en matière d'autoconsommation qui démarrent à des prix raisonnables, à partir de 7 000 €, qui leur permettent de faire une économie de 30% de leur facture sur une année entière. Et puis qu'ici, ils ne veulent pas le payer avec un premier investissement de 7 000 €, ils peuvent aussi le payer avec des mensualités de 70 € par mois. Donc ça y est, les gens savent qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'il y a des solutions qui fonctionnent, qui sont rapides à déployer. Et on est en train de rentrer dans la dernière étape où tout le monde doit faire des efforts pour que ça se déploie rapidement, notamment en matière d'autorisation administrative diverses. Ça, c'est un des vrais points qu'il faut améliorer. Aux Pays-Bas, il faut 6 semaines pour déployer une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques chez un particulier. En France, on est plutôt à 6 mois. Pour tout un tas de raisons liées à des autorisations administratives. Tout ça, on doit le nettoyer, on doit faire en sorte que ça prenne beaucoup moins de temps. On a deux types d'autoconsommation. On a l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. On voit d'ailleurs des initiatives qui se développent là-dessus. Quelle est celle sur laquelle vous axez la priorité? Les deux avancent pas tout à fait à la même vitesse. Pour l'instant, on va beaucoup sur un développement chez le particulier, c'est-à-dire que c'est lui qui produit pour lui-même. Il autoproduit pour autoconsommer. En général, sur une maison, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, un investissement à partir de 7 000 € qui peut payer en mensualité s'il le veut. Et puis on se rend compte, et ça la réglementation vient d'en ouvrir la possibilité, qu'on peut aussi avoir 3, 4, 5, 10 maisons qui produisent de l'électricité de la façon dont je viens de parler, en autoconsommation, mais 30, 40 ou 50 voisins qui pourraient bénéficier de cette électricité produite au moment où celui qui l'a produite n'en a plus besoin. C'est ça qu'on appelle l'autoconsommation collective. Et depuis peu, il est possible de le faire dans une zone géographique d'à peu près 1 km de rayon. Et nous, Engie, là, dès début 2020, on va avoir de l'autoconsommation collective sur une île en France. Une question sur les véhicules électriques. Je pense que vous n'êtes pas censé savoir que Unity a donc annoncé une augmentation de ses tarifs qui vont passer de la charge en fait, au kilowattheure et qui donc entraîne une conséquente augmentation de la charge pour un véhicule électrique.
pour ce qui est notamment le groupe, donc c'est tout BMW, Volkswagen, Mercedes, etc. Est-ce que justement c'est d'ores et déjà la fin de l'électrique? Bon, le véhicule électrique, on est au début de l'histoire. Quand on regarde les ventes de véhicules électriques en France ou le parc de véhicules installés en France, il est petit. Qu'est-ce qu'on observe nous? C'est que quand un client, une fois, a acheté un véhicule électrique, ensuite il le garde. Même s'il change de véhicule, il continue à utiliser son véhicule électrique. Donc on sent bien, il est trop tôt pour dire si cette lame de fond va s'arrêter, mais c'est quand même une lame de fond. Ce qui est intéressant dans le domaine du transport, voyez-vous, c'est qu'il faut 15 ans pour changer profondément quelque chose. Quand on regarde des images de New York au début du XXe siècle, on ne voit pas de voitures. Quand on regarde des images de New York après 1918, on ne voit plus que des voitures. En France, dans les années 50, il y avait des chevaux dans tous les villages. À partir des années 65-70, il n'y avait plus de chevaux, il n'y avait plus de maréchal ferrant et tout ça. Donc le vrai cycle de changement profond du transport, sans être devin, si vous voulez, il tourne autour de 15 à 20 ans. C'est seulement au bout de cette période qu'on verra si, oui ou non, on est basculé totalement, me semble-t-il, dans du véhicule électrique. Et nous, on voit plutôt une appétence forte des clients à se développer dès qu'ils y ont pris goût. Et d'ailleurs, on commercialise des produits de recharge, des contrats d'énergie qui permettent à un client, pendant les heures creuses, de recharger leur véhicule électrique à moins 50%. Très bien, c'était le mot de la fin. Hervé Mathuricourt, merci beaucoup. Bonne continuation pour la suite. Merci.